Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On irait en direct comme la dernière fois sur Twitch, sur la chaîne Roulio le chat. Chaîne où on fait un peu de gaming et surtout, si vous êtes là, du coup, le format Ad Corner. Donc on parle de contrôle aérien, on regarde des vidéos de différents cas et on regarde ça d'un point de vue un petit peu contrôleur aérien. Donc n'hésitez pas à venir en live si vous avez l'occasion. C'est un petit peu décousu au niveau du planning puisque forcément je m'adapte à mon propre planning professionnel. Donc n'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux qui sont présents en description. Et normalement, je mets en tout cas, alors pas forcément tous les lives, mais en tout cas ceux d'Act Corner, je les mets très systématiquement au moins une journée à l'avance. Donc n'hésitez pas à passer en live. Ce sont des lives où je ne demanderai jamais de sub, de prime, de sub gift, etc. parce que j'en ai pas besoin. Et par contre, du coup, j'essaie de faire des lives qui ont une portée caritative. Donc le but, c'est d'essayer de récolter des dons pour une association. N'hésitez pas à passer, si ça vous plaît, de donner à l'asso qui est en cours. Donc voilà, ça fera plaisir à tout le monde. Voilà, comme la dernière fois. Alors la dernière fois, la vidéo était un peu longue, et encore une fois, là, vous pourrez voir qu'en fait, il n'y a pas de montage, parce que comme on est en direct sur Twitch, je ne monte pas la vidéo après. La vidéo de la dernière fois était un petit peu longue, je pense, donc cette fois, on va faire un petit peu plus court, mais pareil, même format, on va regarder ensemble des vidéos, et puis moi, je vous expliquerai mon point de vue. Problème d'élocution là aujourd'hui. Mais voilà, encore une fois, il ne s'agit pas de juger les actions du contrôleur ou du pilote, parce qu'on n'est pas dans leur situation. Donc après coup, on peut toujours dire ah ouais, ben, moi je t'aurais fait comme ça aurait été vachement mieux. Ouais, peut-être en fait qu'il y aurait eu des meilleures solutions, mais en fait après coup, c'est toujours facile. Sur le coup, il y a ce qui s'appelle le facteur humain. En fait, on prend la décision qui nous vient à l'esprit, et des fois, la plupart du temps, c'est la bonne, et des fois, on se trompe un peu, et voilà, et ça arrive. Mais là, le but, c'est pas justement de pointer du doigt les erreurs, c'est vraiment d'expliquer les interactions qu'on voit entre les contrôleurs et les pilotes. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le premier cas. Oui, chose que je dis tout à l'heure pour la chaîne, mais n'hésitez pas si jamais vous avez des cas que vous avez, qui vous intéressent, en fait, que vous avez vus et vous aimeriez avoir un petit point de vue d'un contrôleur. N'hésitez pas à le mettre. Alors, il faut aller sur les chaînes VS Aviation ou Real ATC. C'est les chaînes avec qui auprès desquelles j'ai eu l'accord justement de faire ces reviews. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, vous mettez juste le titre ou le lien. Alors, je ne sais pas si les liens, ça fonctionnera dans la description de la vidéo. Ou donc, soit dans la description de la vidéo, vous mettez dans le titre, ou soit vous venez en live et puis vous mettez le titre de la vidéo, et puis je la cherche et on regardera ça ensemble. Voilà, allez, sans plus de blabla, on va passer directement au premier cas, et paf. Le premier cas qui va être un cas justement d'un pilote qui est un peu... ça arrive en fait, d'un pilote qui coûte pas tout. Allez, on commence direct. J'ai super soif. C'est super de boire. Donc là, je sais plus où on est. Ok, donc là, a priori, on a l'air d'être à Newark, vu le truc. Donc, ExeJet 636, donc c'est cet avion-là, 4400 pieds. L'altitude est ici, donc il a 4400 pieds, donc à peu près, pour vous diviser par 3, je retiens 15, 1300 mètres. Non, je dis des bêtises. Ouais, 1400 mètres. Donc là, le contrôleur dit, vous êtes à 8 nautiques de Strat, donc c'est ce point-là, qui a l'air d'être le point d'approche initial. Pour l'approche AirNav, AirNav c'est quoi? On entend aussi des fois RNP. C'est une approche qui se base via des points GPS satellites. C'est différent d'une approche ILS. Une approche ILS, on va se caler sur un signal qui est émis par des balises, alors pas des balises, mais par des dispositifs qui sont au niveau de la piste. Donc on a un dispositif qui va nous guider latéralement, qui s'appelle le localizer, et un dispositif qui va guider verticalement, qui s'appelle le glide path. Et donc du coup, l'ILS est composé de ces deux éléments. Donc ça, c'est l'approche la plus utilisée. L'approche AirNav, c'est vraiment basé sur des positions GPS, et puis il y a des altitudes qui sont calculées. Normalement, l'ILS, pardon, c'est un plan de descente qui est linéaire. Les approches AirNav qui sont calculées, c'est des steps. Après, les ordinateurs de bord, d'après ce que j'ai compris en discutant un peu avec tous les pilotes, et puis on le voyait en fait en vrai, tout simplement, c'est calculé pour qu'il y ait un plan de descente aussi linéaire en fonction des steps qui sont publiés sur l'approche AirNav. Donc c'est des approches de précision, on appelle ça des approches de précision.
Donc là, il lui dit qu'il est à 8 nautiques de strat. Donc il dit strat à 3000 pieds, autorisé pour la RNAV 24. 24, donc c'est la piste, encore une fois. Pourquoi 24? Parce qu'elle est alignée sur un cap 240, elle fait face, du coup 240, ça, cap 240. Et donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'on dit RNAV 24. Et la phraseo, c'est RNAV Runway 24, mais encore une fois, clairement, il y a des fois, même moi, je dis pas forcément le mot runway. Donc là, lui, il répond juste RNAV avec son call sign. Donc normalement, le collationnement, c'est toutes les instructions données par le pilote. Théoriquement, il est censé répondre strat à 3000 pieds, RNAV, autorisé RNAV 24. Donc ça, c'est le FlexJet 566. Alors du coup, c'est pas le bon. Ça doit être celui qui est devant, parce qu'on en a vu qu'il y en avait plusieurs de FlexJet. Ou alors c'est le pilote qui s'est trompé. Ouais, voilà. Donc c'est c'est une erreur pilote du coup. Donc voilà, il appelle, il s'identifie, donc il dit voilà, FlexJet 566, donc 562. Il donne son altitude et puis il dit qu'il est au cap 040. C'est standard, encore une fois, c'est le pilote dans 99% des cas qui va initier la conversation, enfin même plus. C'est que, comme on avait vu la dernière fois, dans certains cas, le pilote, on va lui dire monitor et il lui donne une fréquence où là, il va pas donner son call sign, il va juste attendre qu'on l'appelle. Et sinon, la plupart du temps, on va dire un avion contacte avec la fréquence et puis du coup, il contacte et il appelle. Et du coup, il donne ses informations, du coup, son call sign, son altitude, ce qu'il fait, etc. Donc là, il lui dit altiméteur, machin, c'est typique des États-Unis. Nous, en Europe, on n'a pas les altiméteurs. Alors, eux, je sais plus exactement sur quelle échelle ça se base. Clairement, c'est une échelle un peu bizarre, mais voilà. Nous, on appelle ça le QNH, donc c'est la pression atmosphérique. Là, il lui dit simplement, voilà, il lui donne le réglage de la pression atmosphérique locale pour que le pilote se cale correctement au niveau de l'altimètre, pour que l'altitude qu'il est corresponde vraiment aux conditions atmosphériques, conditions de pression locale. Il n'y a pas de différence. Good evening, FlexJet 562, 4000, 040 on the heading. Ok, alors je pense que là, il y a clairement, il y a une erreur. Ah non, non, voilà, en fait, c'est un autre FlexJet, mais là, il nous montre le 636, donc le tout premier. Voilà, en fait, c'est pour ça qu'il y a cette vidéo. Donc, il y a un FlexJet qui... Alors, attendez, je me suis perdu. Ah ouais, non, ok. En fait, c'est ça, le premier... Je suppose que c'est du coup 566. C'est bizarre. Donc voilà, on s'est reparti sur un FlexJet 562, donc celui qu'on a vu tout à l'heure. Là, par contre, ce qu'on nous montre, c'est que le tout premier, là, j'ai déjà oublié son... C'est le FlexJet aussi? Non, c'est ExeJet. 636 qui devait être à 3000 pieds à Strad, ça a été l'autorisation, on n'est pas à 3000 pieds. 636, everything okay? Donc là, voilà, le contrôleur nous demande, ExeJet 636, est-ce que tout va bien? Parce que il est au haut. Sure. Okay, because I gave you Strad at 3000. Strad is 5 miles behind you and you're still at 4000. Donc là, c'est un petit premier... Genre, oui, parce qu'en fait, je t'ai dit d'être à Strat à 3000 pieds. Strat, c'est 5 nautiques derrière toi, et t'es toujours à 4000 pieds. Donc, il y a un truc qui va pas. Donc là, ce que le monteur nous a mis, c'est justement l'approche, les attitudes de l'approche AirNav. Donc voilà, Strat, c'est l'initial approach fix, donc là où l'approche commence. Et donc, du coup, on voit que c'est 2800 pieds. En tout cas, là, on va descendre à 2800 pieds. Entre Scooby et Nippy, on va descendre vers 2600 pieds sur un cap 131, etc. etc. Richard 636, we're going to 3000 now. Donc là, il dit, ouais, ok, on descend à 1000 pieds. Bon, c'est un peu tard, mais... We had at or about 3000, Strad. Where's the approach? Ok, donc là, c'est pour ça que des fois, les readbacks, c'est important, parce que là, lui, il dit, on a entendu qu'il devait être... Donc le pilote a compris qu'il devait être à Strad. D'ailleurs, là, c'est écrit Strad dans le Strat, mais là, c'est écrit Strad. Peu importe. Mais du coup, le pilote a compris qu'il devait être à 3000 pieds ou au-dessus à Strad. Donc du coup, à 4000 pieds, il aurait
Ça aurait fonctionné en fait si c'était ça, 3000 pieds minimum. Sauf que c'était pas 3000 pieds minimum. Et du coup, s'il avait fait peut-être le readback genre minimum 3000 pieds, peut-être que le contrôleur aurait tiqué en mode bah non, c'est pas minimum 3000 pieds, c'est 3000 pieds. Strict. Say again? So 636, we heard at or about 3000, clear for departure, Strat. It's okay. Just at least when you get to Wheezy, make sure you're at 2 there, all right? Donc là, bon, le contrôleur n'a pas compris, donc il a dit say again, donc le pilote répète. Du coup, là, le contrôleur dit bon, c'est pas grave. Par contre, quand tu atteins Wheezy, donc qui est ce point-là, faites en sorte d'être à 2000 pieds. Donc, en gros, là, on voit qu'il est quand même. Là, il devrait être à 2800 pieds. Non, il doit commencer à 2600 pieds, pardon. Donc, il devrait être à 2600 pieds. Donc, il est quand même 800 pieds au-dessus du plan normal. Après, il y a des jets. Enfin, moi, je vois plein de fois, en fait. Enfin, ça m'arrive plein de fois. Les avions, ils interceptent bien au-dessus. Et puis, ils arrivent à rattraper le plan. Pour s'il y a des pilotes professionnels qui regardent, 800 pieds, c'est pas non plus catastrophique à rattraper. En tout cas, j'ai déjà vu pire, personnellement. C'est peut-être pas hyper confortable. Par contre, je sais pas du tout en termes de charge de travail, en termes de confort, ce que c'est. Normalement, tu interceptes. En tout cas, les ILS, tu interceptes depuis en dessous. Voilà, je sais que ça se fait depuis. Enfin, c'est possible depuis au-dessus. Et bref. Et ça, c'est plutôt les pilotes qui devraient nous dire si c'est chiant ou pas. Je pense que ça peut être chiant, mais bon, bref. Donc, on va revenir. Donc là, voilà, Lille, il dit, en tout cas, Wheezy, donc qui est le point ici, tu dois être à 2000 pieds. Et du coup, il lui demande, right, est-ce que c'est bon? All right. Wheezy 2, that's 636. Donc là, par contre, tu lui dis, ok, Wheezy, on sera à 2000 pieds à Wheezy. Donc ça veut dire que le pilote accepte. Au pire, il dit, enable. Dans ce cas-là, soit tu le repositionnes, soit, enfin bref. At 102, turn right, heading 080. Donc là, le contrôleur par celui-là, Vista Am 102, tourne à droite au cap 080. Donc là, je sais pas si c'est bien orienté. 131, oui, c'est possible. Donc du coup, cap 080, ça va lui donner un cap légèrement, alors pas tout à fait est, mais un petit peu, enfin quasiment est, on va dire. Heading 080. Alors là, par contre, il se dit Iconic. C'est bizarre parce que il me semblait que VGA c'était Vista. New York approach, 633, 4000, Lima. Donc là, c'est un autre avion qui s'appelle VistaJet. Non, ExitJet, pardon, 633, qui est à 4000 pieds et qui indique qu'il est au point Lima. Ça permet au contrôleur, encore une fois, de regarder, ok, il est à Lima, donc il est là-bas. Après, on a ce qui s'appelle. Alors, je sais pas si c'est partout, mais on a ce qui s'appelle un GONIO. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc qui va permettre de détecter d'où vient l'émission. C'était utilisé notamment pendant la guerre ou même des fois c'est utilisé pour détecter d'où vient un signal radio, soit pirate, soit, enfin bref. Et donc on utilise, c'est vrai que certains contrôleurs en ont à disposition, c'est vachement pratique. New York approach, 633, 4000, Lima. 633, good morning, altimeter 2975. Donc comme tout à l'heure, il lui donne la pression atmosphérique du coup pour qu'il se cale au niveau de l'altimètre. Step 562, descend to maintain 3000. Donc là, il nous descend juste celui qu'on vient de voir là à 3000 pieds. Sam 102, direct to Wheezy, speed 170. Donc là, il dit à celui-là, fais direct Wheezy et réduit la vitesse à 170 nœuds. C'est possible que ce deuxième, là, le 2.2, c'est peut-être 222, je sais pas trop sur cet écran-là. On va voir en fait. Donc là, voilà, le readback du pilote. Ça, du coup, là, on voit que le contrôleur, en fait, il fait une séquence, c'est standard, c'est-à-dire là, c'est un contrôleur approche, il va mettre les avions les uns derrière les autres en régulant les vitesses. Et voilà, pour qu'ils ne se rattrapent pas. Éventuellement, alors suivant, s'il n'y a qu'une piste, ça veut dire que si on veut faire un départ, il faut qu'il y ait un espace minimum entre les deux arrivées pour pouvoir caler un départ entre les deux arrivées. Ça, c'est en monopiste. Ah bref, voilà. Donc ça, c'est le travail typique d'un contrôleur d'approche. 636. Donc là, voilà. Là, on sent un petit peu, on va réécouter parce que vous allez sentir un petit peu le contrôleur, il est genre, putain, écoutez le ton là quand il rappelle l'autre là, 636. 636. Voilà, on sent. Parce que pourquoi? Là, il est à 3000 pieds, à Wheezy. Le contrôleur lui avait dit, soyez à Wheezy à 2000 pieds. Le pilote avait dit, ok, Wheezy 2000 pieds, et en fait, il est 1000 pieds au-dessus. So I thought we agreed that you were going to cross Wheezy at 2, so this is the second clearance that you're not abiding. Donc là, ouais, en plus, les Américains, ils rigolent zéro avec les déviations de clearance.
Après, c'est vrai que quand tu donnes quand tu dis à un avion de faire quelque chose qui te dit OK, on va le faire et qu'il le fait pas, c'est très ben en fait, toi, des fois, ça peut ruiner ton plan ou ça peut derrière, pour nous, ça peut avoir des conséquences un peu particulières. Enfin, ça peut avoir certaines conséquences. Clairement, enfin, ça peut changer ta séquence, ça peut, lui, du coup, ça veut dire qu'il va peut-être pas pouvoir faire l'approche, donc du coup, il va remettre les gaz, donc tu vas devoir le reséquencer. Enfin, ça engendre des trucs un peu plus compliqués. Enfin, un peu plus compliqués. Ça augmente un peu ta charge de travail pour rien, alors parce que le pilote, tu lui avais dit de faire, le pilote a dit qu'il allait le faire et il le fait pas. Donc voilà, là, du coup, le contrôleur dit, bah, je croyais s'est mis d'accord que vous alliez passer Wheezy à 2, donc 2000 pieds. C'est la deuxième autorisation que vous ne respectez pas. Hiding. This is 636, roger. Donc l'autre, il dit juste, bah ok. Enfin, tu sais, des fois, tu lâches un petit genre, désolé. Bah, c'est juste, bah ok. No, the roger isn't the answer. I want to know why you're not complying with the clearances that I'm giving you. Voilà, ça c'est rigolo. Je l'avais vu, mais il y a quelques temps, du coup, je me souvenais plus qui répondait ça. Bah voilà. Bah, typiquement, même réaction. Genre, non, je veux pas de Roger. Pardon. Savoir pourquoi vous respectez pas les instructions que je vous donne. Parce que ça veut peut-être dire qu'il y a un problème à bord. Hein. That I'm giving you. That's the block. That's blocked, ça veut dire que, en gros, le pilote n'a pas entendu parce qu'il y a potentiellement quelqu'un qui parlait en même temps. Enfin. Ouais, bon, c'est. Je vais pas en dire plus. Want to know the reason why you're not complying with the clearances that I give you? Are you separating yourself from other IFR traffic? Voilà, donc là, le contrôleur, il redemande la même question, genre pourquoi? Et puis en plus, il rajoute, genre, est-ce que c'est toi-même qui te sépare des autres trafics IFR? Petite question un peu sarcastique. Genre, du coup, ça veut dire. Enfin, non. Enfin, sarcastique et péremptoire. Traffic? Would you like to continue VFR, or, I mean, I'm just confused. I keep asking you to do stuff and you're not doing what I'm telling you. Donc là, le contrôleur dit, est-ce que vous voulez finir VFR ou qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que là, je vous donne des instructions, en fait, et vous les respectez pas. Donc là, on va l'écouter juste après, mais du coup, là, lui dit, bah, excusez-nous, on va descendre à 2000 pieds maintenant, on est désolé. Donc, encore une fois, je vous dis, quand un contrôleur donne une instruction, normalement, enfin, c'est pas. C'est marrant parce que ça m'est déjà arrivé des fois que les pilotes demandent la raison de pourquoi on donne l'instruction. Et t'as presque l'impression que. T'as presque envie de lui dire, bah, juste pour m'amuser. Non, il y a une raison pour laquelle un contrôleur donne une instruction et pour lesquelles les instructions doivent être respectées, que ce soit bah, parce que justement, il doit séparer ce trafic IFR ou parce qu'il doit respecter des procédures. Enfin bref, on s'en rend pas forcément compte du côté cockpit. Comme nous, des fois, côté contrôleur, on se rend pas forcément compte de la contrainte que nos instructions engendrent. Mais en tout cas, voilà, j'ai jamais vu un contrôleur juste qui s'éclate en mode genre, bah, je vais le tourner là. Parce que je sais pas, j'ai juste envie de le merder. Non, il y a toujours une raison. Qui est des fois difficilement compréhensible, mais il y a une raison. Sure, we're sending to 2000 at Wheezy and we dismissed it, sorry. Write it back. Sure. Ok, du coup, j'ai pas compris pourquoi il lui dit read it back. Donc là, il lui dit juste, bah, on descend, et puis l'autre, il lui dit, bah, répète-le. Ok, bah, du coup, on va. Et donc là, du coup, il va tourner cet avion-là au cap 080 pour après l'amener direction de Wheezy, un peu comme il a fait pour celui-là. 080. 0, 562. For one aircraft. Là, voilà. Là, on va le réécouter si vous voulez, parce que ça fait clairement l'espèce de petit garbling, les interférences il y a deux avions qui parlent en même temps. Hop. Sure. The 562, turn right heading 080. 0, 562. Donc là, du coup, ça se trouve, il y a un autre avion qui l'a pris pour lui. Des fois, par exemple, ça arrive, il y a un tout à la fin, bah, du coup, lui, il va peut-être le prendre pour lui, ou bref, des fois, tu comprends pas, et c'est un autre avion qui prend. Donc il y a deux avions là qui ont probablement répété l'instruction du contrôleur, qui l'ont pris pour eux, alors que c'est désigné qu'un seul avion. Et du coup, c'est ce que dit le contrôleur, genre, c'était For pour one un avion. aircraft. At 102, you're 5 from Wheezy. Wheezy at 2000, you're clear the RNF 24. Donc voilà, là, il lui dit à lui, donc ok, t'es à. Il lui dit, t'as combien? T'es à 5 miles de Wheezy. À Wheezy, tu dois être à 2000 pieds, autorisé pour l'aéronave. L'autre, lui, il avait commencé depuis bien plus haut. Mais voilà, lui, en fonction de sa direction, si tu peux le descendre à 2000 pieds, ben voilà. It's 2000
2000 cleared for the RNAV 24, Contact 102. Heading le up bac. to 680, 636. Voilà, mais du coup, c'est. En fait, voilà, les deux. Donc lui, là, demande genre, mais quel cap on doit prendre? Alors en fait, vous vous rappelez, enfin, vous vous rappelez, en même temps, c'était il y a à peu près 25 secondes. Il y a deux avions qui ont parlé en même temps, en fait, et donc le contrôleur a donné un cap à celui-là. Deux avions ont parlé en même temps. Donc lui, il va tourner au cap 80. Et en fait, a priori, lui aurait pensé qu'on lui donnait un cap. Alors qu'en fait, il est sur l'airnav. Donc une fois que tu as autorisé un avion sur l'approche, que ce soit airnav ou ILS, après, tu lui donnes pas de cap. Ou alors tu lui donnes une raison. Si tu lui donnes un cap, ça veut dire que tu interromps son approche. Donc dans ce cas-là, tu vas lui dire, interrompez l'approche. Tournez à droite au cap, machin truc, parce que si ça. Enfin, tu expliques après pourquoi tu interromps son approche. Ça arrive d'interrompre l'approche. Mais du coup, voilà, tu dois théoriquement dire, voilà, annuler l'autorisation d'approche, tourner, machin. Good. 633, just here, current heading, maintain 3000. 636, we're going left turn. Voilà, du coup, je pense que le contrôleur, il n'a pas compris parce que il a entendu le ExeJet 600 et quelques, surtout 633, 636. Et en fait, il ne s'attend pas à ce que je pense. Hein. C'est pour ça qu'il a dit. Vous allez me dire, mais pourquoi il parle au 633 alors que 636 qui lui a dit quelque chose? C'est juste que le contrôleur, il ne s'attend pas à ce que le 636, il lui dise un truc, en tout cas, il lui parle de cap. Donc il se dit, ok, il a entendu, je pense, il a dû entendre ExeJet 630, et puis il a peut-être pas entendu le dernier chiffre, et du coup, il a occulté, il se dit, lui, c'est impossible qu'il me demande un cap, parce qu'il est autorisé à faire un nav, c'est lui qui me demande quelque chose. Donc il lui dit, toi, tu continues sur ton cap, et tu vas maintenir 3000 pieds. D'ailleurs, il a 4000 pieds, donc bon, théoriquement, du coup, tu vas dire descendez 3000 pieds, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'il répond à lui, je pense. Parce qu'il s'attend pas du tout à ça. 636, we're going left turn to 080, correct? Donc là, c'est lui, du coup, qui veut confirmer, parce qu'il avait dit, ok, quel cap on doit prendre, là, juste avant que le contrôleur parle à lui par erreur. Donc là, lui, il lui dit, ok, on doit tourner à gauche au cap 080, c'est correct? Oh, no, you're on the approach. Donc là, non, mais il est en train d'approcher, donc non. 636, you're supposed to be at 2000, you're cleared the approach, you're already not doing anything that I told you to do, and you're not descending, like, I'm... Alors, du coup, on va y aller petit à petit, là. Donc du coup, là, il lui dit, écoutez, là, normalement, vous devriez être à 2000 pieds. Vous êtes autorisé à l'approche. You're already not Vous doing anything that faites, déjà que vous faites pas ce que je vous dis, et en plus, vous descendez pas. I told you to do, and you're not descending, like, I'm just confused. Do you want to continue going to Teterboro? What would you like to do? Donc là, voilà, donc ils vont à Teterboro, pas à Newark, mais du coup, ça reste la région de New York. Teterboro, je pense que ça doit être la plateforme pour les business jets, parce que là, il n'y a que des business jets qui sont en fréquence, en tout cas. Donc là, il lui dit, voilà, par contre, je suis un peu, je comprends pas trop. Est-ce que vous voulez continuer à votre approche pour Teterboro, ou qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que voilà, encore une fois, là, on voit qu'il devait être à 2000 avant, et puis là, il est toujours pas à 2000 pieds, alors qu'il aurait dû les atteindre. Descending now for Teterboro, 636, sorry. Donc là, l'autre s'est dit, ouais, ok, on descend pour Teterboro, pardon. 636, let me know when you're ready to copy a phone number. Copy 636. Ça, c'est génial. En gros, ça, les Américains. Enfin, j'ai regardé plusieurs fois, c'est les vidéos de comment ça s'appelle? Justement, des cas comme ça aux États-Unis, et les contrôleurs américains, souvent, ils disent genre, dis-moi quand t'es prêt à prendre un numéro de téléphone. Et ça, c'est pas bon signe. D'ailleurs, il y a un petit short et tout, je sais plus qui là, genre, quand le contrôleur te dit tu te demandes quand t'es prêt à noter le numéro de téléphone, et puis il a une petite poignée éjecte. Enfin, le short est assez drôle. Donc là, voilà, il lui dit de le contacter, de lui dire quand est-ce qu'il est prêt à noter un numéro de téléphone, parce que voilà, le pilote, il est en train de faire son approche, donc il n'a pas forcément le temps de prendre un papier, un crayon, faire ses trucs. Enfin, là, surtout qu'a priori, il s'approche de la fin, à 2000 pieds. Et donc voilà, du coup, là, le contrôleur lui dit, ok, on l'a pas encore entendu, mais on voit là, il dit, il y a carrément eu des pilot deviation, donc des non-respect, en gros, moi je traduirais ça par non-respect des instructions. Quand vous... je vous conseille... Philadelphia Approach. Ok. Parce que Teterboro... Il y a peut-être plusieurs Teterboro. Ok, bon, bref, peu importe. Où c'est? Je comprends pas... Peu importe.
Donc du coup, il dit, bah voilà, quand je vous conseille d'appeler l'approche de Philadelphie au machin. Et du coup, ça va leur permettre de discuter un peu de pourquoi ça s'est passé. Suivant les pays, on peut déposer un rapport en fait pour dire, bah voilà, en fait, moi à chaque fois j'ai dit ça à l'avion, il n'a pas respecté. En fait, t'es factuel dans ton rapport, tu vas pas dire l'avion c'est juste le pilote c'est un boulet. Tu vas dire, je donnais telle instruction, le pilote n'a pas respecté. Point. Enfin, voilà. Et puis après, du coup, le service qui gère ce genre de rapport, après, va éventuellement contacter la compagnie pour mettre au clair avec le pilote et tout. 6, definite pilot deviation. Advise you contact Philadelphia approach on 215-492. See you back. Ok, donc là, l'autre, il dit juste thanks. Le contrôleur est en mode genre, ouais, répète-moi. Enfin, en gros, répète-moi ce que je t'ai dit, quoi. Pareil, du coup, numéro de téléphone et tout. Surtout le numéro de téléphone. 492. Voilà. On sent que le pilote est un peu saoulé aussi. 633, just want to maintain 3000. 3000, Donc là, voilà, là maintenant, il parle à lui, il lui dit descendre 3000 pieds. 562, direct to Wheezy, speed 180 or greater. Donc là, maintenant, c'est lui, direct Wheezy, et vitesse minimum 180 nœuds. Wheezy, 180 or greater, like said, 562. 636, call Peterborough Tower 109.5. Donc là, voilà, lui doit appeler maintenant la tour de Teterboro, et donc avec la fréquence, on sent qu'il est un peu blasé. Et surtout, je ne sais pas si vous avez senti un petit... Des fois, ça arrive quand tu réprimandes un petit peu un pilote sur la fréquence, les autres, ça fait un petit peu... Hop, ok, on va écouter, regardez, nous, ça va bien, nous, comme on fait. Hein. Enfin, j'ai déjà remarqué, moi, j'ai déjà remarqué au boulot et tout, et là, j'ai l'impression... Enfin, perso, je le sens un peu. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, moi. 633, speed 200 knots. Or not. Donc voilà, lui, il maintenant vitesse 200 et après, je pense que voilà, la vidéo s'arrête. Donc voilà, là, c'est du coup un pilote qui respecte pas forcément les instructions, ça arrive. Et du coup, tu t'adaptes là. Enfin, à chaque fois, de toute façon, tu t'adaptes. Mais c'est théoriquement pas censé arriver. Alors après, encore une fois, tout le monde fait des erreurs. Enfin, moi, je sais pas ce qui se passe dans le cockpit de ce jet privé. Ça se trouve, il y a des trucs. Ça se trouve, ils sont distraits. Ça se trouve, ils ont eu je sais pas, une mauvaise journée. Enfin, encore une fois, on sait pas du tout ce qui se passe dans la tête des gens. Donc là, c'est pour ça, on regarde, on dit, bah voilà, il n'a pas respecté. Ça arrive. Enfin, clairement, ça arrive tous les jours. Et il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà pour ce petit cas. Ensuite, on va passer sur... encore une fois, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Celle-là, elle va peut-être... Bon, du coup, on va regarder celle-là, ouais. Allez. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera probablement après celle-là pour aujourd'hui. Ce sera plus tard. Donc là, c'est un avion qui va... va y avoir des wind shear, en fait. Bon, de toute façon, on va voir. En tout cas, c'est un Airbus 321, la compagnie Delta. Donc là, on voit tout son petit passage, là, avec l'approche. Donc l'approche qui va lui faire son petit tour, qui le descend, etc. Et puis qui va l'aligner pour la piste. Du coup, 31. 323 is there, it's for 31. South 323, continuing Bassback, landing center, show up on 1 departure off 31 prior to arrival. Donc là, voilà, lui, il dit on est sur la piste 31. Donc le contrôleur de la tour, du coup, maintenant qui s'occupe de lui, puisque l'approche n'a plus besoin de le caper, l'avion est établi sur l'axe final. Donc, contrôleur tour qui lui dit continue ton approche, prévoit une autorisation d'atterrir en courte finale, parce qu'il y aura un départ avant toi sur la piste 31. C'est assez surprenant parce que ça arrive plusieurs fois que les contrôleurs en fait s'en foutent, ils disent qu'ils donnent des clear to land alors que même s'ils sont numéro 7 en séquence, même s'il y a un départ qui est juste avant, on l'avait vu la semaine dernière, hein, il y avait un avion qui était en urgence et tout, elle avait dit il y aura un avion qui va partir devant toi, caution wake turbulence, clear to land. Alors que l'avion n'était pas encore parti. Donc là, c'est surprenant. Donc par contre, justement, les pilotes, quand tu sais que tu vas leur donner une autorisation d'atterrissage tardive, tu vas les prévenir. Pas qu'ils s'inquiètent un peu. Parce que sinon, justement, si tu préviens pas, ça se trouve à 3, 2 ou 3 nautiques, le pilote il va revenir vers toi pour savoir s'il peut atterrir. Et des fois, ça va être une interruption de fréquence, du coup, il va te demander. Et pile quand toi, tu as une instruction assez urgente à faire, et des fois, à la tour de contrôle,
des fois, ça se joue à 5-10 secondes près, en fait. Donc, du coup, s'il appelle au mauvais moment, bah, du coup, ça, c'est pas bon. Donc voilà, là, tu préviens à l'avance, comme ça, tu sais, il te rappellera pas en mode genre, on approche de la piste, qu'est-ce qu'on fait? Continuing Delta 333. Donc voilà, il continue, comme ça, le pilote, il est déjà un peu. Runway 31, arrival, wind shear alert, gain of 25 knots on the runway, wind 300 at 19 runway 31, wind shear alert departure, gain of 25 knots on the runway, wind 310 at 36. Donc là, alors, c'est marrant parce que ça fait un peu bizarre comme c'est dit. Mais là, en gros, c'est. Je sais pas, c'est le contrôleur retour, mais on entend. Oui, c'est le contrôleur retour parce qu'on entend le téléphone derrière. Mais ça faisait un peu message automatique, ce qui est bizarre, enfin, ce qui peut pas arriver puisque les pilotes, à partir d'ici, ils écoutent juste le contrôleur retour. Donc en tout cas, voilà. Donc il y a pour la piste 31 des wind shear alerts, c'est des cisaillements de vent. Pour ceux qui connaissent pas les cisaillements de vent, en fait, c'est des changements brutaux de vent qui peuvent intervenir. C'est-à-dire que tu te retrouves, tu as du vent de face, et puis tout d'un coup, paf, tu as du vent de dos. Alors que tu avais du vent de face juste avant. Et donc du coup, voilà, c'est cisaillement. Non, cisaillement de vent, c'est. Si, c'est ça, je crois, wind shear. J'ai un doute sur la traduction. Ouais, il faudra que je vérifie. Mais du coup, en tout cas, ça veut dire que tu as un changement brutal de direction du vent. Donc là, ce qu'il lui dit, c'est il y a des wind shear avec un gain de 25 nœuds sur la piste. Donc ça veut dire qu'il y a un différentiel de 25 nœuds entre tu peux avoir 25 nœuds de différence, du coup, avoir du vent de face, et puis après, tout d'un coup, beaucoup de vent de dos, et puis après, du vent de face. Et ça, c'est hyper dangereux Enfin, c'est hyper dangereux. Donc, typiquement, des pilotes peuvent remettre les gaz à cause de ça pour ne pas atterrir, parce que, justement, fait leur vitesse, ça casse totalement l'aérodynamisme. Donc, c'est très compliqué. Voilà, j'imagine. Encore une fois, les pilotes sauront mieux en parler que moi, mais je pense que c'est pas très très cool quand tu es dans la cabine. 36. All right, 10 for 23, go around, fly runway heading, maintain 3000. Donc là, le contrôleur lui dit go around, donc c'est remettez les gaz, volez dans le cap de piste, donc cap 310, et maintenez 3000 pieds. Donc là, a priori, le contrôleur ne dit pas pourquoi. Théoriquement, quand tu donnes un go around, tu expliques un peu tu dis go around, je sais pas, piste occupée, tu essaies de donner une raison au pilote pour qu'il sache pourquoi il met les gaz. Runway heading up to 3000, going around Delta 323. Du coup, le data lui répond, l'instruction donnée par le contrôleur. Delta 323, climb, maintain 3000, turn right heading 340. Donc là, maintenant, c'est monte et maintient 3000 pieds, tourne à droite et cap 340. And say that it's 3000 and heading 340, Delta 323. Donc il allait dire say that again, mais je pense que l'autre, son collègue dans les cabines a entendu, donc a dû lui dire vite fait l'instruction, et puis du coup, comme ça, il répète. Dans les cockpits, pour rappel, ils sont toujours deux, et du coup, il y a un pilote qui vole l'avion et l'autre qui s'occupe de tout ce qui est fréquence. Mais du coup, les deux coûtent quand même. Donc, Delta 323, turn right heading 340. Heading 340 is our current heading, Delta 323. Donc là, le contrôleur, peut-être qu'il, je sais pas, il avait pas entendu le readback, mais voilà, il avait déjà donné 340, l'avion avait commencé à tourner, et donc là, il rôde à la même cap, et du coup, le pilote, il dit, on est déjà au cap 340. Delta 323, contacting departure 120.4. Donc là, contactez la fréquence de New York départ avec le 120.4. Donc là, il s'identifie, hop, on est data 323, on est à 3000 pieds et sur un cap 340. Delta 323, normal speed. Donc là, normal speed, ça veut dire éventuellement, genre, je connais pas la procédure de remise de gaz à LaGuardia, mais il se peut que dans les procédures de remise de gaz suivant les aéroports, en tout cas, tous les aéroports ont une procédure de remise de gaz qui est publiée. Donc comme ça, quand ça fait partie du briefing d'approche des pilotes, quand ils arrivent, l'avion est configuré pour que si jamais ils appuient sur le bouton Go Around, l'avion il fasse ce qui est publié normalement dans la procédure de remise de gaz de l'aéroport dans lequel ils vont. Il se peut que pour LaGuardia, il y ait une limitation de vitesse. Donc là, le contrôleur de départ lui dit vitesse normale. Donc ça veut dire que si le pilote veut accélérer, il peut accélérer. Donc là, le départ demande quand vous aurez le temps, parce que la remise de gaz demande pas mal de travail à l'intérieur du cockpit. Quand vous aurez le temps, donnez-nous la raison de votre approche interrompue. Wind shear. You got the wind for anything?
Donc là, du coup, il lui dit, bah, c'était des wind shear, et du coup, le contrôleur lui demande, ok, bah, c'était, est-ce que vous aviez le vent? Et en fait, là, le pilote, il dit, bah non, c'est la tour qui nous a donné le go-around directement. C'est vrai que, après, on peut se poser la question de pourquoi le contrôleur l'a fait, on n'aura jamais la réponse. C'est souvent plutôt les pilotes qui initient l'approche interrompue dans ces cas-là. C'est eux qui vont dire, bah, on remet les gaz. Si en tant que contrôleur, tu as l'information, nous, on a l'information souvent parce que des pilotes nous le rapportent. En tout cas, je sais que moi, là où je bosse, j'ai aucune info il n'y a aucun instrument qui m'a dit qu'il va y avoir des wind shear. Donc, c'est plutôt des pilotes qui vont me dire, voilà, on a eu des wind shear en perte de vitesse ou en gain de vitesse. C'est-à-dire à des wind shear qui vont les freiner tout d'un coup ou des wind shear qui vont les faire accélérer tout d'un coup. Donc, c'est le pilote qui va te dire, et puis toi, après, tu vas le dire aux autres. Et c'est les autres pilotes qui vont soit prendre la décision de remettre les gaz, soit de continuer l'approche, d'essayer. Et puis, si jamais ils se rendent compte que les wind shear, c'est trop important, je pense que c'est surtout quand tu as du vent dans le dos. Alors, encore une fois, s'il y a des pilotes, c'est cool, hein, si vous pouvez préciser ça. Mais moi, de ma compréhension, c'était plutôt les wind shear qui tournent en vent de dos, en fait, qui sont les plus problématiques. Parce que du coup, tu perds de l'aérodynamisme, ton avion accélère, alors que voilà, c'est pas. Les avions en général, l'atterrissage acceptent une composante de dos maximale. Et du coup, c'est assez dangereux de recevoir tout d'un coup du vent arrière alors que tu avais du vent de face. Donc là, hop, on tourne à droite au cap nord. Il était au cap 340, donc 20 degrés de droite. On le remonte en altitude. Donc là, il lui dit, bon, Delta 323, je vais vous donner je vais vous faire un petit tour, en gros, pour avoir de l'espace, parce que j'ai une urgence médicale qui arrive. Et par contre, get the short end of the stick here, ça, j'arrive pas trop à capter. En gros, je suis un peu... je sais pas, je sais même pas l'interpréter. Donc là, hop, à droite, au cap 20. Donc là, il dit, voilà, dites au prochain contrôleur que vous êtes prêt pour l'approche. Et par contre, 10.9... Alors, attendez. Ok, je sais pas ce que c'est le 10.9. Donc là, il appelle du coup l'approche et il dit, bah voilà, on a besoin de connaître notre numéro de séquence pour la Guardia. Parce que sinon, on va devoir aller à Kennedy parce qu'on n'a plus beaucoup de fuel. 323, Roger, min fuel? Yes, sir, we're min fuel. Donc là, min fuel, enfin du coup, le contrôleur demande est-ce que vous êtes minimum fuel. Donc le Delta lui dit ok, oui, on est minimum fuel. Alors, j'ai pas le. Encore une fois, les pilotes pourront dire exactement ok, minimum fuel, ça veut dire que ça. Moi, en tant que contrôleur, j'entends minimum fuel. Dans mon esprit, c'est ok, c'est pas encore une urgence. Par contre, il faut le faire poser quand même assez rapidement parce qu'il a vraiment plus beaucoup de fuel. Donc, encore une fois, même si le contrôleur dit pas Mayday ou panne, en tant que contrôleur, toi, tu peux le traiter comme une urgence. Donc, tu vas faire en sorte, clairement, quand tu entends minimum fuel, tu vas le prendre dans les premiers, quitte à écarter d'autres avions, et si besoin. Et puis surtout, tu vas faire en sorte que il n'ait pas à remettre les gaz derrière. Donc, tu vas pas le coller derrière un avion. Tu vas pas. Enfin bref, tu vas faire un petit peu attention à cet avion-là, parce que typiquement, s'il remet les gaz, ça va se transformer en Mayday fuel. Et là, Mayday fuel, c'est. Enfin, de toute façon, Mayday c'est chaud. Mayday fuel. 323, turn right heading 090. Heading 090, Delta 323. Donc là, le contrôleur retourne à droite au cap Est. Say sequence for Delta 323. Donc là, il redemande sa séquence. 323, you are number 10. Donc là, le contrôleur, tu sens que il est en train de compter ses avions. Genre, tiens, 1, 2, 3, vous êtes. Ok, numéro 10. Ça fait beaucoup. Negative, we're going to be diverting to Kennedy for fuel. Donc là, voilà, il lui dit ok, on pourra pas. Numéro 10, c'est trop, donc il faut qu'on fasse route à Kennedy pour le fuel. C'est. Voilà. Ouais, c'est marrant. Il pourrait dire bah ok, numéro 10 ça va pas, on est Mayday fuel et du coup tu peux aller à la Guardia en fait. Je sais pas. Alors après il y a une urgence médicale aussi pour la Guardia, mais je sais pas.
Encore une fois, là, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on ne voit pas du tout les autres avions. On n'entend pas, là, on a l'impression qu'il n'y a que lui sur la fréquence, c'est pas du tout le cas. Il y a d'autres avions, c'est juste que c'est coupé là pour le montage de la vidéo qui a été fait par la personne derrière RelayTC. Enfin, là où les personnes. Donc voilà, faut prendre en compte ça. Donc il y a une charge de une charge de travail, pardon, assez importante pour le contrôleur et bon, faut garder ça à l'esprit. Donc là, du coup, il dit ok, tu vas aller à Kennedy. Donc tu es autorisé à Kennedy via des caps radars. Et ça, du coup, mine de rien, en fait, la diversion, c'est pareil, ça demande ça demande des coordinations. Il faut appeler Kennedy pour dire ok, j'ai un trafic, il est minimum fuel, il va venir chez toi, tout ça, tu le veux comment, quelle piste et tout. Enfin, du coup, ça t'augmente encore ta charge de travail. Donc là, le contrôleur, il a potentiellement du coup une urgence médicale qu'il doit traiter en urgence. Et encore une fois, ça se trouve, l'urgence médicale, faut écarter des gens autour. Enfin, on ne sait pas où elle est placée en termes de numéro de séquence. Donc, si tu veux la faire passer numéro 1, ça se trouve, il a d'autres avions à écarter, à faire tourner. Enfin, et là, en plus, il a un minimum fuel. Donc là, ça augmente ta charge de travail. Radar vectors to Kennedy, Delta 323. Delta 323, turn left heading 070. 070, Delta Donc là, hop, 323. il avait tourné à droite. Donc il retourne un tout petit peu à gauche au cap 070. Delta 323, descend and maintain 3000. On lui donne une descente à 3000 pieds. Delta 323, we could try to take you in now. You're still going to be number 7, though. It's going to be a base for about a 15 miles. Donc là, il dit ok, on va voir si on peut te prendre maintenant, mais vous serez toujours numéro 7. Ce sera une base pour une FEA d'environ 15 nautiques. Final. Yeah, negative. We're emergency for fuel to Kennedy. Emergency, roger. Delta 3. Ah, c'est bon, la vidéo n'est pas partie. Kennedy. Emergency, roger. 130, final. Emergency, roger. Delta. Donc c'est marrant, c'est un peu comme si c'était frisé. Donc là, il lui dit ok, négatif, même numéro 7, ça va pas, on est en urgence fuel pour Kennedy. Ce qui est marrant, c'est qu'il va pas emergency fuel pour la Guardia. Ça, je comprends pas trop, mais bon. Donc voilà, il est en emergency fuel. Du coup, le contrôleur, il a percuté emergency, donc il dit ok, emergency, Roger, et là, emergency, t'écartes théoriquement. Alors encore une fois, ça dépend des. Aux États-Unis, je sais pas comment ça se passe, mais normalement, emergency, tu écartes un peu tout le monde et il passe prioritaire, quoi. 323, understood. Delta 323, turn right heading 130. Donc là, paf, 130, Delta 323. on commence à se diriger un peu plus vers le sud. Delta 323, turn right heading 140, back to Kennedy. Donc là, voilà, il dit continue à droite au cap 140 et il lui dit voilà, c'est un cap pour aller à Kennedy. Et donc le Delta lui répète ok, cap 340 et il lui demande de confirmer la piste en service. 31 droite. Pourquoi 31 droite, 31 gauche? C'est vrai que la dernière fois, il y avait eu le cas et on n'en avait pas parlé. Quand vous avez des pistes qui sont parallèles, du coup, et forcément, elles pointent vers la même orientation magnétique. Donc le cap, par exemple, 310. Et donc, du coup, on va dire que la piste qui est le plus au nord, c'est la piste droite, et la piste qui est le plus au sud, c'est la piste gauche. Donc, on a la 31 droite et la 31 gauche, tout simplement. Expect that. Ok, donc là, le contrôleur, il est un peu genre, ok, ce sera peut-être ça. Enfin, moi, je peux prévoir ça, mais il ne va pas le faire très sûr de lui. Contact approach 125.7. 25-7, Delta. Donc là, maintenant, il passe avec l'approche de Kennedy, parce que là, il était avec l'approche de la Guardia. Enfin, je pense, hein. Approach Delta 323's level at 3000, emergency declared for fuel for Kennedy. Donc là, voilà, il appelle l'approche, il lui dit, voilà, on est là, on a déclaré une urgence. Alors, il n'a pas dit Mayday, 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 mais tu dis déclarer une urgence, c'est pareil, quoi. Donc, il dit, on a déclaré une urgence pour fuel. Delta 323, thank you. Expect ILS 31 right approach Charlie is current. Donc là, elle lui dit, ok, très bien, merci. Vous pouvez prévoir l'approche ILS 31 droite. Charlie is current. Charlie, c'est l'information, on en avait parlé la dernière fois. Si jamais, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est l'information, c'est un broadcast. La plupart des aéroports, ça va être un broadcast automatique sur une fréquence qui va te donner toutes les informations météorologiques du terrain sur lequel tu vas. Donc le vent, la piste, enfin pas que météorologique, la piste en service, le vent, le QNH, la température, le point de rosée. Et
éventuellement, s'il y a des trucs un peu particuliers, enfin s'il y a des informations particulières à donner, enfin, du coup elles seront aussi données là-dedans, enfin ça s'appelle Lattice. Et donc voilà, donc ça veut dire, elle dit Charlie is current, ça veut dire qu'il y a l'information de Charlie qui est en cours de diffusion. Les informations, elles sont changées, alors je sais pas si c'est mondial, mais en tout cas c'est changé à intervalles réguliers. Et du coup à chaque fois on incrémente d'une lettre, donc au bout d'un moment, après Charlie ce sera l'information Delta, après l'information Echo, etc. etc. Charlie is current. We have Charlie and we'll expect 3-1. Confirm that was 3-1 left for Delta 323. Donc là il dit ok, on a déjà pris l'information de Charlie, et il demande est-ce que c'est la 30, pour confirmer que c'est la 31 gauche, parce qu'il a peut-être pas entendu, donc là elle est en train de lui dire 31, elle commence à lui dire 31 droite, et elle lui dit mais on m'avait dit que vous vouliez la 30, enfin la piste à droite, laquelle vous voulez. 3-1, I was told you want the right side. Which one do you want? We'd like the right, Delta 323. Ok, donc là il Yeah, confirme, on voudrait 3-1 la right droite, approach, Delta et donc elle lui 323. confirme que c'est la 31 droite. Delta 323, what's a comfortable speed for you? Ça c'est hyper... Ouais, enfin, c'est une bonne demande, enfin, c'est cool de demander ça. Elle va lui dire, bah ok, c'est quoi la meilleure vitesse pour toi? Parce que du coup, les avions ils vont avoir une vitesse qui vont leur permettre de cramer le moins de fuel. Donc elle lui demande laquelle c'est. Parce que du coup, elle, potentiellement, elle doit s'adapter. Donc forcément, du coup, si elle lui demande ça, c'est qu'elle va lui approuver. Comme ça, l'avion, il sait qu'il peut voler à la vitesse la plus efficiente. Mais du coup, elle, ça lui permet aussi de planifier, parce que encore une fois, elle n'a pas que cet avion-là. Elle en a d'autres autour. Donc il faut qu'elle planifie quand même l'approche de ces autres avions-là. Enfin, de ces autres avions, pardon. Current speed works great, Delta 323. Thanks. What is it? 2 or not. Perfect. Donc là, il dit bah, notre vitesse actuelle est bien, enfin, nous va très bien. Donc elle lui demande laquelle c'est. Moi, j'ai cru entendre 200 nœuds, mais bon, en tout cas, voilà. Delta 323, when you have a chance, fuel and souls on board. Donc là, voilà, elle lui dit quand vous avez le temps, enfin, chance, mais voilà, c'est quand vous avez le temps, indiquez bah, du coup le fuel qui vous reste et le nombre de personnes à bord. Ça, c'est traditionnel pour chaque urgence. Enfin, les Américains demandent toujours le fuel. Nous, pas trop. Enfin, ça dépend. Ça va dépendre de l'urgence. Mais du coup, ça va permettre justement de savoir quels moyens les pompiers vont sortir. Est-ce qu'ils vont sortir plusieurs moyens pour éteindre un énorme incendie parce qu'il reste beaucoup de fuel, ou alors pas beaucoup de fuel. Et le nombre de personnes à bord, c'est pareil. Savoir, en gros, si l'avion pose et qu'il se passe un truc, qu'ils doivent évacuer l'avion, ben, en fait, si on sait qu'il y a 170 personnes et que sur le tarmac, on n'en compte que 112, ben, on va dire qu'il y en a quand même pas mal qui ont disparu quelque part. Et du coup, il faut les chercher. 40 minutes on the fuel, ma'am, and we currently have 86 souls on board. Donc là, il a 40 000 de fuel Roger, et Delta 86 323, personnes. sliding 180. Heading 180, Delta Donc là, il lui met un cap sud. Delta 323, turn right, heading 220. Heading 220, Delta 323. Donc là, le cap 220, qui est du coup... Bah, Delta 323, Et puis right là- heading 230, descend and maintain Ok. 2000. 230 down to 2000, Delta 323. Donc là, c'est une espèce de base qu'elle est en train de lui donner pour intercepter l'axe final. On voit du coup la base, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'aviation, du coup la base, c'est une étape de vol qui est perpendiculaire à l'axe de piste. On a la vente arrière qui est parallèle à l'axe de piste et qui va s'éloigner de la piste. Ensuite, on a l'étape de base, donc perpendiculaire à l'axe de piste. Et puis l'étape finale où du coup là, on va être dans l'axe de piste pour poser. Delta 323, right heading 260. 260, Delta 323. Delta 323, 6 from Zulab, heading 280, 2 to establish, clear LS 31, right approach. Donc là, du coup, elle lui redonne un petit cap pour le positionner comme elle voulait. Et puis là, elle lui dit, voilà, vous êtes à 6, donc 6 nautiques, pour comprendre, de Zulab, qui est un... Est-ce que c'est le point d'approche initial je ne sais pas, mais en tout cas, qui est un point de l'approche, a priori. Donc elle lui dit, tourne à droite au cap 280. 2000 pieds gardés, enfin du coup, là, je ne sais pas s'il était déjà descendu à 2000 pieds. En tout cas, garder 2000 pieds jusqu'à être établi, autorisé pour l'ILS 31 droite. Donc ça veut dire que l'avion va pouvoir tourner à droite, capter justement l'ILS, et une fois qu'il est établi sur l'ILS, il pourra amorcer sa descente. 31, right approach. 2 till established on a heading at 280, cleared ILS 31 right Clear it approach, back. Delta 323.
Delta 323, speed your discretion, Kennedy Tower, 19-1, they have all your info. Donc là, elle lui dit voilà, la vitesse à ta discrétion, comme ça le pilote il est vraiment libre de choisir la vitesse qu'il veut pour, encore une fois, économiser du fuel s'il veut, enfin en tout cas, ou accélérer pour être le plus vite possible sur la piste. En tout cas, voilà, elle laisse le choix complet au pilote, c'est assez logique en fait. Du coup, elle lui donne la fréquence de la tour et puis surtout, elle lui dit ils ont toutes les infos. Donc comme ça, le pilote est au courant, il dit bah ok, du coup, le contrôleur approche, il a déjà dit à la tour de Kennedy que j'étais en emergency fuel. Donc savoir, faut pas commencer à me remettre les gaz ou faut peut-être pas commencer à aligner un avion devant moi ou enfin, faut pas commencer à faire des trucs un peu velus. Donc là, quand tu es à la tour de contrôle, tu sais que tu as un avion en urgence pour le fuel, bah, tu vas juste chiller un peu et faire en sorte que lui il pose. They have all your info. 19-1 and speed our discretion, Delta 323. Tower Delta 323 is mauled for 3-1 right. Donc là, hop, il lui dit, donc il s'identifie encore une fois, il lui dit de contacter, donc il contacte, et il lui dit Mald, donc c'est là où il est actuellement, pour la 31 droite. 3-1 right. South 323, Kennedy Tower, good morning. Following a regional jet now, short final, only 3-1 right, so land, wind 330, 18 gust 33, wind. Ok, du coup, c'est toujours sur un rallonge, c'est fou. Donc là, ok, bon, bonjour, du coup, vous êtes en train de suivre un Regional Jet qui est maintenant en courte finale. Piste 31, ce que je vous disais, les contrôleurs, en fait, ils n'attendent pas que la piste soit évacuée. Et en fait, ils disent clear to land. Même s'il y a un avion qui n'est pas encore posé, qui va se poser sur la piste et qui n'a pas encore évacué, donc la piste n'est pas libre, ils vont quand même donner l'autorisation d'atterrissage au suivant. Donc là, voilà, il lui dit le vent 330 degrés, donc du coup, on comprend pourquoi c'est la piste 31, parce que forcément, vent de face, à 18 nœuds, avec des rafales à 33, et là aussi, il y a des wind shear. Donc là, voilà, en plus, il lui dit, donc on a des cisaillements de vent. Alors, gain and loss, là, par contre, je ne comprends pas pourquoi c'est gain and loss. Souvent, pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais après, peut-être zapper certains trucs. Voilà, du coup, surtout, reported. En gros, il y a eu des vents de cisaillement qui ont été indiqués donc, par d'autres pilotes à partir de 1000 pieds jusqu'à 200 pieds. Donc, proche du sol. Et du coup, plus c'est proche du sol, plus c'est dangereux, ces vents de cisaillement. Ok, lui, il a dit, c'est parti, ok, j'ai tout capté, on est autorisé à atterrir. Et du coup, il atterrit de manière sécuritaire à Kennedy. Là, on voit sur la piste, on voit pas le marquage, là, non. Mais là, du coup, on peut voir des fois, justement, on voit le marquage, mais là, c'est quand même bien effacé. Donc là, normalement, on devrait voir écrit 31 droite. Ça permet au pilote aussi de, quand il arrive, il voit qu'il est sur la bonne piste. Et du coup, Delta 323, turn left whiskey, taxi left on Bravo. Bon, après, du coup, c'est les instructions de sortie de piste. Et puis de sortie de piste et comment c'est taxi. Surtout, est-ce que vous avez besoin d'assistance? Negative, we'll need no assistance, just need a minute to talk to our company. Okay, taxi left whiskey, taxi. Ok, donc lui, il a dit, non, on n'a pas besoin d'assistance. Par contre, on va avoir besoin d'un petit peu de temps, enfin, juste 1 ou 2 minutes pour parler à notre compagnie. Forcément, ils ont atterri à Kennedy au lieu de LaGuardia. La compagnie doit organiser du coup, le rapatriement des passagers qui sont pas au bon endroit, l'avion qui est pas au bon endroit. Du coup, ça se trouve, ils doivent prendre d'autres passagers à l'autre endroit. Du coup, ça va pas. Donc, ça veut dire qu'il faudra le faire. Enfin, bref, du coup, c'est le bordel pour la compagnie. Là, en termes de contrôle aérien, il se passe pas grand-chose. En gros, voilà, c'est un avion qui a été traité en urgence, c'est un avion supplémentaire à gérer. Mais derrière, après, c'est le pilote et la compagnie là, et puis l'aéroport qui doit lui trouver un stand. Mais contrôle aérien, c'est la gestion de l'urgence, essayer de le faire poser le plus rapidement possible. Et voilà, en fait, et surtout lui donner la plus grande liberté possible sur tous ces éléments aérodynamiques. Donc vitesse, lui donner les caps les plus courts éventuellement, s'il est prêt à approcher, mais là, du coup, c'est le cas. Donc voilà. Et du coup, il dit, voilà, tu tournes à gauche sur Whiskey, bravo. Et quand tu es sur la taxiway, bravo, monitor ground. Donc là, c'est pas contact ground, c'est monitor. Pourquoi? Parce que le sol à Kennedy, je pense que c'est méga chargé, ça dépote comme pas possible. Et du coup, là, en gros, le sol a peut-être pas envie qu'un avion l'appelle. Donc voilà, il attendra sur cette fréquence qu'on vienne le chercher pour lui donner 2 instructions de roulage. Et il lui dit, sur ta deuxième radio, tu peux contacter sur ta compagnie, mais sur la deuxième radio. Comme ça, dans les avions, ils ont 2 sets de fréquences où ils peuvent écouter 2 fréquences différentes. Et du coup, ça lui permet, donc sur son premier set, d'écouter le sol. Comme ça, s'il reçoit les instructions du sol,
les représentants, du coup, il peut les appliquer. Et sur son deuxième set, il pourra mettre la compagnie pour parler à la compagnie. Mais comme ça, il ne loupera pas les instructions contrôleur. Bus on Bravo, monitor ground, and on second radio, you can contact the company on second radio. Whiskey Bravo, and we'll contact ground on 323. Voilà. Du coup, ça va clore, là. Ça nous aura fait un peu moins d'une heure. Je pense qu'on va tester ce format-là. Là, du coup, on se cherche un peu pour le format Ad Corner, donc voir un peu quelle est la bonne durée. Encore une fois, vu qu'il n'y a pas de montage, ça fait une vidéo qui peut être un peu longue. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ou mettre simplement des commentaires sur si je me suis trompé, ou apporter simplement, si vous êtes pilote, des compléments d'information. C'est toujours sympa à avoir. Donc voilà, n'hésitez pas. Encore une fois, si vous voulez savoir quand est-ce qu'il y aura le prochain format et si vous voulez venir en live, vous êtes les bienvenus. Ce sera à voir sur les réseaux sociaux dans la description, donc Blue Sky et X. Il y a les deux. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en attendant, du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.